Bonjour tout le monde. Notre bélier hydraulique ici présent consommait beaucoup trop d'eau et il s'arrêtait environ au bout de 10 heures. Et il fallait venir le remettre en marche tous les 2 jours pour pouvoir pomper de l'eau jusqu'à notre château d'eau. Aujourd'hui, ce bélier hydraulique nous procure 500 litres par jour, sans électricité, sans carburant et pour très longtemps. Je vous montre comment j'ai fait ça en créant un nouveau clapet de choc à partir d'éléments courants et presque sans usinage. Franchement, il est présent au niveau du son là. C'est un peu comme les enfants. Je vais vous faire rapidement une petite présentation des béliers hydrauliques pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce système de pompage. Ça a été inventé en 1792 par Joseph de Montgolfier, donc ça date un petit peu et ça marche encore. En gros, le système du bélier, c'est se servir de la force, de la masse et de la vitesse de l'eau pour pouvoir l'entraîner plus haut et plus loin. Au niveau des capacités de fonctionnement d'un bélier, juste pour vous donner une idée d'échelle, pour une chute de 1 mètre, une chute d'eau de 1 mètre, même si cette hauteur de chute est très longue, ce qui compte c'est vraiment la hauteur de chute, bien pour cette hauteur de chute de seulement 1 mètre, vous remontez l'eau de 10 mètres et quasiment sur n'importe quelle longueur. Chez nous la canalisation mesure 300 mètres. Les capacités de remontage d'eau en termes de volume et de hauteur de dénivelé dépendent du modèle du bélier, mais aussi du débit de la source que vous avez. Alors ça peut être une source, un autre château d'eau, une petite rivière qui alimente votre bélier. L'idée c'est de faire remonter l'eau plus haut pour ensuite s'en resservir en gravitaire de manière plus confortable et à la demande. Dans le cadre du bélier qui est chez nous, donc à l'origine, c'est un bélier Walton qui se fabrique à Bordeaux. En tout cas, l'entreprise d'origine est à Bordeaux. C'est un bélier numéro 3. Je vous affiche à l'écran ses capacités standards. Dans le cadre qui est chez nous, pareil, je vous mets un plan. Nous, on a une conduite hors de souvenir qui fait à peu près 20 mètres de long, qui fait 7,50 m de dénivelé et qui nous remonte l'eau jusqu'à 65 mètres de haut, avec une conduite qui fait à peu près 300 mètres. Comme je le disais dans l'intro, notre bélier hydraulique, donc numéro 3, par rapport à ses capacités, avait une consommation, alors j'ai estimé à l'époque, j'avais pas fait de mesure précise, de 17 litres par minute. Et au bout de 10 heures, elle s'est arrêtée parce qu'il consommait tout le volume d'eau de la réserve tampon qui capte la source. Et donc tous les 2 jours, il fallait retourner le mettre en marche. L'idée que m'a donnée Didier Nebreda, c'était de faire un clapet numéro 2 à l'époque par rapport au débit, parce que là, en l'occurrence, la source donnait encore 10 litres minute il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est à peu près dans les 7 litres 5, 7 litres 8 par minute. Là, j'ai fait des mesures un petit peu plus précises. Donc c'est vrai que le bélier, ça devenait trop compliqué. Et même un clapet numéro 2, c'était pas gérable, ça consommait quand même trop. J'ai fait un test, je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Donc je suis descendu sur un clapet numéro 1 que j'ai fabriqué à partir alors notamment de pièces de plomberie assez standards. Il y a juste une petite partie où j'ai dû faire un usinage, je vais vous montrer ça. Le fonctionnement d'un bélier de manière schématique, on appelle ça bélier parce que ça donne des coups de bélier, ça peut s'appeler de pompe bélier également. L'eau passe par les orifices qui sont ici, qui sont usinés dans cette pièce, dans la masse. Ça fait monter progressivement un clapet qu'on appelle clapet de choc, et au moment où celui-ci arrive en haut, ça fait un choc qui est net. Et en fait, à l'intérieur de la cloche du bélier, que j'ai montré tout à l'heure, il y a un autre clapet. Au moment où l'eau est bloquée de manière très brutale, elle n'a pas d'autre choix que de passer par l'endroit le plus facile, donc le petit clapet qui se trouve dans la cloche. Et ensuite, l'eau repart vers le haut. Là aussi, je vous mettrai des schémas. Voilà le nouveau clapet de choc que j'ai réalisé, donc il est en diamètre 1 on va dire. Le choix du clapet par rapport à la taille, il y a les clapets numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. En fait c'est la section, alors j'ai pris des mesures et je m'en suis rendu compte, je ne le savais pas avant mais j'aurais sûrement pu trouver l'information si j'avais cherché. En gros, la section ici d'un clapet numéro 3, c'est du 26-34. Donc c'est la section de ça, donc du 1 pouce. Les clapets numéro 2, c'est du 20-27, donc du 3/4. Et les 15-21, c'est du 1 demi-pouce, donc du 15-21. Pour créer mon clapet plus petit, donc au début j'avais fait un test justement en 20-27 et je me suis aperçu que non seulement il fonctionnait pas très bien, mais en plus il consommait quand même trop. Du coup je me suis dit bon je vais encore réduire au risque de... J'avais un petit peu peur, on va dire, de ne pas pomper assez d'eau chaque jour. Mais finalement, en clapet numéro 1, il pompe à peu près 500 litres par jour. Donc ça convient pour notre consommation.
Donc il a fallu que je reproduise l'équivalent de ce clapet de choc, mais à partir d'éléments préexistants. J'ai souvent entendu parler que certains le faisaient à partir de clapets anti-retour, donc j'ai commencé par cette solution. J'ai pris 2 clapets, le premier qui servait de clapet de choc avec sa membrane, et le second en fait il ne servait qu'à faire l'axe pour maintenir que ce soit parfaitement droit. Finalement, j'ai éliminé cette solution en même temps que de passer sur les béliers, enfin les clapets à partir de 15-21, pour 2 raisons. La première, c'est que, alors le premier qui était un petit peu gag, je m'en doutais, c'est qu'en fait j'avais juste mis le clapet avec une tige par-dessus, et en fait à chaque coup, la petite tige elle rebondissait, c'était catastrophique. Et l'autre raison, c'est en fait j'avais essayé de reproduire ensuite à partir d'un axe en acier trempé, je pense, de faire un clapet pour qu'il soit métallique. J'ai tenté de mettre un joint, au bout de 24 heures, il était complètement mort. J'ai tenté de souder cette pièce-là, le problème c'est que je ne suis pas parfaitement à la perpendiculaire et du coup le clapet n'était pas étanche, donc ça ne fonctionnait pas. Et en fait, je me suis aperçu qu'un clapet plat, même avec un joint de bonne qualité, c'est une mauvaise idée parce que c'est pas durable. Le joint n'est pas durable et le fait d'être à plat, ça ne crée pas un phénomène d'étanchéité qui est suffisant. Et d'ailleurs, les clapets, la portée qui sert à faire la fermeture est conique. Et c'est vrai que c'est la bonne solution d'avoir une fermeture conique parce que ça permet d'avoir une grande surface d'étanchéité sur un petit diamètre. Comment j'ai fabriqué celui-là? Donc je vais vous le démonter. Je l'ai démonté du bélier pour pouvoir vous le montrer par rapport aux éléments que j'ai mis en œuvre. Pour la base du clapet de choc, donc c'est la partie qui est fixée sur le bélier hydraulique. Donc moi j'avais découpé une platine de la même taille. J'ai créé les emplacements au niveau des mêmes endroits. Pour la partie qui servait à faire la prise d'eau en quelque sorte, qui me permettait de visser mes raccords de plomberie, j'ai simplement soudé un raccord en acier, j'ai découpé. À ce moment-là, j'avais l'idée de le faire en 20-27, donc je m'étais mis un raccord 20-27. Au final, j'aurais dû opter pour un 26-34. Ça m'aurait permis de faire directement la base et d'économiser ces 2 raccords. Bon, ils ont une petite fonction complémentaire, on va dire, mais dans la base, normalement, si j'avais soudé directement un raccord 26-34, je pouvais me servir directement de ça comme base. Pour le clapet ici, il est constitué d'une zone qui permet en fait de faire la même fonction que ça, c'est-à-dire d'accumuler de l'eau pour pousser le clapet de choc. Je continue sur la partie support du clapet. En premier lieu, ces 2 raccords qui me permettent de faire la liaison entre la base et la zone qui va porter le clapet. Au-dessus, en premier, dans la base qui sert à réceptionner l'eau et à faire la poussée sur le clapet, ces raccords qui sont en 26-34. Ici, j'ai une réduction en 15-21. La partie centrale, c'est en fait un raccord. C'est un raccord qui est fileté mal en 15-21, mais sur 7 ou 8 cm. Et je m'en suis servi pour simplement créer un corps plus long et mettre les lumières qui servent à échapper l'eau. Le blocage de hauteur se fait par un contre-écrou, pareil, en 15-21. Au-dessus, j'ai le 15-21 aussi un contre-écrou, un manchon, qui permet de faire la liaison femelle-femelle pour avoir ici un raccord. Alors celui-là je ne l'ai pas découpé. Le canal où bouge le clapet, en fait, c'est simplement un doigt de gant qui sert aux sondes thermiques dans les chauffe-eau solaires par exemple ou les chaudières. Alors je l'ai coupé à la bonne taille pour qu'il ne dépasse pas trop de la lumière. Et j'ai choisi ce modèle-là pour une raison précise, parce que pour parler du clapet lui-même, de sa tige, en fait, il est composé d'une tige filetée de 6 mm, sauf qu'une tige filetée, c'est pas une bonne idée de s'en servir comme axe. Les petits filets s'abîmeraient énormément, donc il ne faut pas s'en servir pour faire un axe. Donc pour transformer cette tige filetée en axe, j'ai simplement pris des manchons femelles, qui sont des petits raccords usinés et qui me permettent d'avoir le diamètre qui correspond pile poil, alors à un demi millimètre près, au diamètre de l'intérieur de ce doigt de gant. Celui-là, c'est pas tout à fait le même modèle, il est un peu plus grand. Je sais bien que ça, ce sont des éléments que moi j'ai en tant que chauffagiste et solariste. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Pour la partie clapet, alors là, ça fait partie des galères que j'ai eues. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo par rapport à ce truc-là, c'est par rapport aux galères que j'ai eues. Parce que je trouve que c'est important de parler des galères, plus que des réussites presque. C'est bien de montrer les choses qui marchent bien, mais il faut aussi montrer les petites galères. Pour la partie clapet, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai fait une partie qui est conique. D'ailleurs, on voit la marque de là où tape le clapet à l'intérieur du
truc. Je vais vous montrer un petit détail aussi après. Donc au niveau usinage, j'ai pris une vis qui est en inox tout simplement. J'ai dû la couper, la raccourcir pour pouvoir intégrer la tige filetée à l'intérieur. Et ce pour que ça fasse uniquement la partie clapet. Et là en dessous, j'ai un écrou un petit peu spécial qui permet de serrer. Et ici, j'ai mis 2 contre-écrous et j'ai coupé cette partie-là. Là, c'est une partie où j'ai vraiment galéré à usiner parce qu'en fait, pour faire mon perçage, j'ai dit je perce pile à l'axe de la vis, puis ça va bien le faire. Sauf que non, la partie vissage là, elle n'est pas à l'axe de la vis. Donc pour réussir finalement à percer cette vis à l'axe d'elle-même, j'ai mis la partie mâle entière dans ma perceuse à colonne. J'ai mis une mèche, petite mèche de 3 mm sur l'étau en dessous et j'ai descendu la vis de manière à ce que ça soit entre guillemets auto-centrant. Donc ça m'a permis de créer le trou, un avant-trou. J'ai percé ensuite à 6. Et ensuite, pour réussir à couper la vis de manière parfaitement rectiligne, parce que je trouvais que c'était important par rapport à l'appui des écrous ici, pour pas que la partie vis, parce que c'est pas très précis, je n'usine pas ça avec un tour à métaux évidemment. Les premières vis, je vous montrerai des photos si je ne l'ai pas déjà fait. Cette partie-là, elle se coupait pas droit, c'était pas plat, enfin bon, je galérais un tout petit peu. Du coup, ça entraînait que le clapet ne portait pas correctement sur la portée qui est à l'intérieur. Et du coup, même quand il était serré, en fait, il y a de l'eau qui coule. Il y en a encore un peu qui coule, il n'est pas encore assez précis, mais c'est déjà beaucoup mieux que les premiers essais que j'ai fait. Ensuite, pour couper ça, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis la mèche, enfin j'ai mis ça dans le mandrin, la partie vis dans le mandrin, et avec une scie à métaux que je fixais sur l'étau, j'ai usiné tout doucement le truc de manière à le couper en me servant de la perceuse à colonne. Comme un tour à métaux, mais vertical, on va dire. Bon, c'était assez folklorique à faire. J'ai profité d'avoir fait cette petite vidéo et d'avoir dû démonter le clapet pour faire un petit ajout technique. Alors, je ne sais pas si ça marchera, je le ferai en off. Je le mettrai sur Instagram, d'ailleurs, à la limite, vous pouvez nous rejoindre sur ce réseau. Je vous mets des photos et le lien dans la description. C'est que sur un clapet Walton, ici, en dessous du clapet, il y a des petites ailettes. En fait, ces ailettes servent à ce que le bélier, à chaque coup, à chaque fois qu'il remonte, il tourne légèrement. Et ça permet d'avoir toujours une portée qui va faire tout le tour. Et donc du coup, la portée faisant tout le tour et tournant régulièrement, ça va permettre de ne pas user de manière très spécifique avec une forme ou un petit défaut de forme qui finirait par s'accumuler dans la portée et dans la partie femelle. Du coup, je vais usiner ici, en dessous, des petites ailettes avec une lime et juste j'espère que ce petit élément permettra de faire la rotation à chaque fois que le clapet remontera. Je fais un petit point de précision par rapport aux 2 écrous qui sont ici en haut, là au niveau de la tête du clapet de choc. C'est la pièce que j'ai dû usiner. Ici il y a 2 écrous. Leur importance c'est vraiment stratégique. Le premier écrou qui est ici, en réalité, c'est lui qui sert au réglage plus particulièrement. Il va régler l'interstice ici. Et ça va régler la course du bélier. Et la course du bélier, c'est ça qui va entraîner sa consommation. On ne peut pas, en dessous d'une certaine course, faire fonctionner le bélier. C'est pour ça que chaque taille de bélier a une consommation minimum, une consommation maximum et un débit minimum et un débit maximum qu'il pourra rendre à la canalisation et donc au château d'eau. Donc ce deuxième écrou ici, lui, a juste fonction à être un contre-écrou pour bloquer. Parce que le nombre de coups que ça prend, celui-là, il était réglé à peu près à 70-80 coups par minute. Le nouveau que j'ai mis, il est à peu près à 100 ou 110 coups minute. Ça veut dire que chaque vibration peut entraîner le desserrage et le déréglage du premier écrou. Donc c'est très important d'avoir ces 2 écrous pour pouvoir les serrer complètement de manière vraiment figée. La partie basse qui est réglable également, alors j'en parle succinctement parce qu'elle n'est pas nécessaire dans mon clapet de choc tel que je l'ai créé, mais en gros elle sert à éviter que le clapet ne descende trop bas, et parce que s'il descendait trop bas, il viendrait taper dans la base du bélier et il s'abîmerait. Deuxième pièce que j'ai dû usiner, alors au début pour la partie support du contrepoids qui se trouve tout en haut, j'avais simplement utilisé des gros écrous, des rondelles et écrous et contre-écrous.
À l'intérieur du gros écrou, j'en avais mis un plus petit, de manière à augmenter la masse. Même si c'est pas à 100% le poids qui sert à faire redescendre le clapet de choc, ça participe un petit peu et ça participe aussi à la vitesse de choc et donc du coup à la consommation que va avoir le bélier dans son fonctionnement maximum. Et en fait, le souci de faire un système comme ça avec des poids et tout, c'est que ça se mettait légèrement de travers et j'avais l'impression que comme je ne suis pas sur un usinage de haute précision, que ça entraînait le clapet un petit peu en travers et du coup ça m'est arrivé qu'il s'arrête un petit peu dans les premiers jours de fonctionnement. Donc j'ai opté pour fabriquer une pièce que j'ai dû usiner. Alors je suis très content de ça. C'est un détail, hein. Voilà. Donc cette pièce je l'ai usinée de manière, je l'ai usinée uniquement avec la perceuse à colonne. J'ai un petit peu galéré, je vais vous remontrer un tout petit peu comment j'ai fait. Hein. Je ne crois pas que j'avais filmé. Pour usiner cette pièce, je suis assez content. C'était un peu de boulot et un petit peu de galère, mais le résultat était vraiment important d'y arriver. C'est qu'en fait, au moment où le clapet, où le poids retape sur la surface du doigt de gant, c'était important que ce soit bien plat parce que pareil au début avec la coupe faite à la scie, hein, j'ai pas de scie spécifique, c'était un peu de travers et pareil j'avais peur que ça crée un déséquilibre et que ça finisse par créer un coincement. Pour pouvoir faire cette pièce, j'ai coupé dans un barreau plein de fer à béton de 30 mm d'épaisseur je crois. Oui voilà, d'origine c'était du 30 mm, du 32. Et j'ai tracé au mieux un trou à l'axe, j'ai percé, j'ai pu usiner, faire le filetage avec un outil qui sert à ça, hein, ça s'appelle un tarot. Là pour le coup les techniciens je pense que vous savez de quoi je parle, sauf que je tiens à préciser un truc. Ces petits kits à 40 balles là où je ne sais pas combien ça vaut, hein, honnêtement celui-là je l'ai récupéré, ça sert à rien pour usiner dans l'acier. Voilà. Au mieux ça usine de l'aluminium et peut-être au niveau de l'acier ça peut réparer un filet, mais ça sert pas à faire un... Ça ne m'a pas permis de créer vraiment le filet de ce truc, quoi. Par chance j'avais ça, j'ai pu usiner mon filetage et pour l'usinage, alors là ça a été un petit peu folklorique. Une fois que j'ai eu créé le filet au milieu, j'ai revissé la pièce sur son axe, l'axe dans la perceuse à colonne, à nouveau. Et pour usiner la pièce, pour qu'elle soit jolie, je vous montre comment j'ai fait. J'avais fait quelques films, j'avais dû filmer un tout petit peu. J'ai pris mon étau et une mèche de fraiseuse de récup. Et je m'en suis simplement servi d'outils d'usinage. Alors c'était vraiment compliqué. Je pense que j'ai passé une bonne heure pour réussir à usiner cette pièce. Mais c'était vraiment important, notamment donc pour l'équilibre, qu'elle ne soit pas de travers, qu'elle soit bien à plat. Et la raison pour laquelle je me suis finalement décidé aussi à faire cette pièce plutôt que d'utiliser les petits boulons, c'est qu'un détail, hein, mais au niveau du réglage, en fait j'avais besoin de descendre légèrement plus bas pour réduire la consommation. Sauf que pour faire écrou et contre-écrou, en mettant un écrou en dessous qui rentrait dans le doigt de gant, mais je n'arrivais pas à descendre suffisamment et du coup ça ne marchait pas. Pour pouvoir créer quand même l'effet d'écrou contre écrou, l'écrou principal c'est le poids avec son usinage à lui et ensuite je peux visser simplement un contre écrou, ce qui me permet d'avoir un réglage extrêmement précis, extrêmement fin au niveau de la consommation du bélier. À l'occasion d'ailleurs, si vous voulez passer sur le Discord technique d'ici, où on parle énergie renouvelable et techniques d'autonomie, mais aussi bricolage de temps en temps, et nos constructions diverses et variées, je vous mets le lien dans la description avec les autres informations. Un autre élément important pour la partie intérieure, c'est que pour qu'il y ait une excellente portée, alors d'origine, les raccords sont plus ou moins coniques à l'intérieur, sauf que là ça ne fonctionnait pas, enfin en tout cas ce n'était pas suffisamment conique. Donc une fois que j'ai eu fait le montage, l'assemblage et que j'ai bien serré et rendu ça étanche, j'ai pris une fraise à métal comme ça. Voilà, j'ai pris une fraise à métal comme ça, qui m'a servi à usiner. Alors pareil, je l'ai fait à la perceuse à colonne. Alors c'est pas très pratique, ma perceuse à colonne n'est pas oufissime. Hein. Voilà, ça m'a permis de créer une portée qui est suffisante et avoir le même angle entre la vis et la fraise. Et du coup, c'est la portée optimum dans l'endroit conique. En pareil, hein, pour tout plein de petits outils, je vous mets des liens qui sont affiliés ou non selon les cas dans la description.
Encore un énorme merci à monsieur Didier Nebreda pour tous les partages de connaissances qu'il fait autour des béliers hydrauliques et de tous les conseils qu'il m'a donnés juste par email. Je vous mets évidemment les liens vers sa chaîne dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, merci d'y mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir et ça n'a aucune influence sur l'algorithme. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre par rapport à la découverte des béliers hydrauliques ou la réalisation d'un clapet de choc pour améliorer une situation, pensez à la partager. À bientôt!